Priori, on est live. Donc on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire dédié à un sujet qui devient stratégique pour toutes les organisations, la confiance numérique et l'identité numérique en particulier. Pour ce webinaire, je voudrais vous partager deux chiffres. Déjà, 80% des citoyens européens, soit environ 250 millions de personnes physiques et environ 20 millions d'entreprises, devraient disposer d'un wallet numérique d'identité d'ici 2030 selon la Commission européenne. Ce chiffre est vertigineux. Il montre que l'identité numérique n'est plus un sujet d'initié ou de niche. C'est un nouveau socle de la vie numérique, personnelle comme professionnelle, en Europe. Et ça montre bien aussi l'ambition de notre ouvrage, qui est de faire de l'identité numérique un nouveau standard d'accès aux services, aussi bien publics que privés. Mais derrière cette ambition, qui est, bon, vous l'avez compris, assez gigantesque, il y a des défis tout aussi gigantesques à relever, que ce soit en matière de réglementation, de technologie, mais aussi, enfin, tout simplement du X, parce qu'il y aura des sujets d'adoption dont on discutera tout à l'heure avec les intervenants. Et c'est justement tout l'objet de notre échange d'aujourd'hui. Donc nous allons parler de eIDAS 2, notamment, nouveau règlement européen qui rebat complètement les cartes. On verra d'une part ce qu'il change concrètement par rapport à sa première version qu'on avait appelée eIDAS 1, ce que ça implique pour vos projets digitaux et comment est-ce que les wallets d'identité numérique peuvent transformer vos parcours clients, à commencer par le KYC, donc Know Your Customer. Et pour creuser tous ces sujets, j'ai la chance d'être entouré par trois intervenants de très haut niveau. Michael Lacal, Chief Product Officer de Signaturit Group, un acteur européen majeur de la signature électronique, mais pas que. Il a passé plus de 10 ans à construire des solutions de confiance numérique chez le petit concurrent qui s'appelle DocuSign, aussi chez OneSpan, et il fait aujourd'hui le bonheur de Signaturit. On a aussi Xavier Jurdieu, vous avez forcément entendu parler de lui, soit en tant que CEO, ancien CEO pardon, d'Archipel, une référence en matière d'identité décentralisée, soit en tant qu'expert indépendant chez GoVentures, et il pilote notamment des consortiums comme WeBuild, dont on reparlera tout à l'heure, et il connaît bien évidemment parfaitement les arcanes de la régulation et de l'innovation en Europe. Enfin, j'ai Benoît Ferraud avec nous, donc qui est Product Marketing Manager chez Idacto, une pépite française spécialisée dans l'identité numérique. Il accompagne les entreprises dans l'intégration concrète des nouvelles briques technologiques. Et on me souffle aussi dans l'oreillette qu'Idacto travaille entre autres pour France Identité, le petit wallet régalien français. Et pour ma part, donc je suis Mehdi Belriti, partenaire chez Juliet Sterwen, cabinet de conseil en stratégie et en innovation, et je porte l'ensemble des initiatives autour de la confiance numérique du cabinet. Euh, Peut-être avant de laisser nos experts s'exprimer, et c'est surtout eux qu'on a envie d'entendre, je tenais d'abord à vous partager une conviction personnelle. Et je crois sincèrement que la réforme autour d'AIDAS 2 est la réforme la plus significative que nous ayons connue ces dernières années et qu'elle est aujourd'hui très largement sous-estimée. Et je suis sincèrement heureux que vous soyez pionnier sur le sujet en étant présent avec nous aujourd'hui. Je pense que cette réforme dépasse par son ampleur et ses implications des cadres majeurs comme le RGPD ou la DSP2 et maintenant la DSP3, sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure. En effet, cette réforme, elle ne se contente pas de réguler, elle redéfinit profondément la manière dont la confiance numérique se construit et s'opère dans nos interactions quotidiennes, et elle ouvre justement la voie à des transformations majeures pour les entreprises. Elle a un impact clair sur le futur et on a la chance d'avoir un laboratoire en temps réel dans les pays scandinaves où 99%, donc j'ai bien dit 99% de la population entre 18 et 65 ans utilise un wallet, donc un portefeuille d'identité numérique, et qui s'appelle Bank ID, pardon, en l'occurrence, pour l'ensemble de ces transactions en ligne. Mais cette réglementation, elle a aussi un impact sur le passé et sur le présent, parce qu'effectivement, il va falloir détricoter des dizaines de systèmes existants pour mettre aux normes, enfin pour les mettre aux normes et les rendre conformes à l'utilisation du portefeuille d'identité numérique. Cette réforme sera peut-être aussi
une source de nouveaux revenus pour vous si vous êtes des tiers certificateurs, des providers sur un certain nombre de documents ou d'attributs. Donc on reviendra aussi dessus et je pense notamment aux IBAN, aux relevés de compte ainsi qu'à diverses attestations. Donc, bon, je me rends compte que j'ai déjà été un peu trop bavard et peut-être avant de donner la parole à Xavier, je vous invite à répondre à notre petit sondage interactif dans la conversation Teams et notamment à répondre à la question, est-ce que votre organisation a déjà un projet lié à l'identité numérique ou wallet? Donc, je vous laisse 30 secondes pour répondre mais par contre, enfin, sachez que vous pourrez continuer à voter par la suite. Xavier, peux-tu nous dire, s'il te plaît, où nous en sommes en termes d'état des lieux et de réglementation au niveau français, mais aussi au niveau européen, car c'est aussi là que ça se joue, n'est-ce pas? Oui, merci Mehdi. Simplement d'un point de vue technique, je ne vois pas les slides, donc je vais te dire, mais je suppose que tu es sur la première de ma Vous voyez, présentation. alors désolé, D'accord. vous voyez les Donc, slides, les autres ou pas? Oui, on est sur la première de ta présentation. ok, merci. Bonjour tout le monde. Donc, on est dans un changement d'échelle. C'est ça qui est important de retenir avec de passer de IDAS 1 à IDAS 2. IDAS 1, vous devez le connaître, c'était surtout les professions réglementées. On était sur un périmètre moins important de pays qui avaient adopté et la population était à moitié touchée. Là, on monte d'un cran où l'Europe se donne les ambitions de dire que ça va devenir une obligation pour chaque État de déployer une identité numérique et par ce fait avoir un moyen de paiement électronique avec un niveau élevé au niveau de l'identité. La date butoir, c'est au mois de novembre 2026. La législation, elle a été passée en 2024 et depuis, on a un travail d'expérimentation finalement autour de cette identité numérique et ce wallet d'identité qui va être mis en place pour faire en sorte qu'il y ait une adoption massive de ce wallet. On est donc un changement d'échelle dans la notion de, on a vécu avec au démarrage des certificats finalement et des signatures qualifiées et d'autres niveaux qui étaient proposés, mais finalement très peu utilisés par l'ensemble du tissu économique, à l'ambition de dire que, comme le disait tout à l'heure Mehdi, il y a 80% d'adoption qui est envisagée, plus de 20 millions d'entreprises qui pourraient demain avoir un wallet d'identité et être potentiellement aussi émetteur d'attestation. Et on parle maintenant, le vocabulaire, c'est vraiment, on parle d'attestation d'attributs d'identité. Donc, pourquoi on parle d'attributs d'identité? C'est qu'on est plus dans une notion maintenant de disclosure sélective, c'est-à-dire je vais donner le juste niveau d'information à un tiers pour une vérification. Donc, on va améliorer la sécurité de l'ensemble de l'écosystème et on a une notion de décentralisation, j'y viendrai tout à l'heure. La chose importante à retenir, c'est qu'à court terme, donc chaque État a l'obligation de donner ce nouveau moyen d'identification électronique pour les personnes physiques et morales. Alors, pour l'instant, les États se sont très concentrés sur l'individu, mais vu les obligations, ils vont accepter qu'il y ait ce qu'on appelle des wallets privés qui devront être en conformité IDAS 2, qui permettra d'offrir des services peut-être dans des cas d'usage professionnel. On va passer à l'autre slide. C'est bon. Donc sur l'écosystème, comment ça fonctionne finalement, et je suppose que certains d'entre vous maintenant sont un peu familiers avec ce schéma qui montre que finalement on a différents rôles possibles avec le wallet d'identité. On peut être à la fois émetteur d'attributs d'identité, qui vont après ces attestations qui sont signées par les émetteurs comme source authentique, être décentralisées finalement au niveau du détenteur, c'est-à-dire ceux qui possèdent cette information, personne physique ou personne morale, et qui va pouvoir après les présenter dans le cadre d'une vérification, et on en parlera tout à l'heure sur le KYC, comme disait Amadi. Donc l'intérêt de ce système, c'est vraiment de désintermédiariser le processus de vérification. J'ai plus besoin, moi, en tant que vérificateur, d'aller à la source pour vérifier une information. Elle est intègre et authentique by design, j'ai envie de dire.
Et ça permet donc de fluidifier les parcours utilisateurs, de simplifier aussi le système de vérification potentielle pour le vérificateur. Donc, on a des économies très, très importantes. Et on va passer d'un monde, je dirais, où on faisait du contrôle documentaire, soit papier, soit numérique, à un monde d'attestation où finalement il n'y a plus besoin de faire ces vérifications et donc on va simplifier énormément les choses. Le deuxième chose qui est importante à retenir aussi sur ce schéma, c'est l'interopérabilité, c'est-à-dire que les wallets, qu'ils soient allemands, français, privés ou publics, devra être en conformité s'il a la prétention d'être utilisé par le plus grand nombre, IDAS 2, avec des standards, des protocoles. Donc ça veut dire que le marché, tout d'un coup, il va devenir européen. Aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a une certaine consolidation d'un certain nombre d'acteurs dans la confiance numérique, parce qu'avant, on avait un marché très fragmenté au niveau de l'Europe, avec des acteurs qui dominaient au niveau national, et de plus en plus, on va voir une consolidation et potentiellement des acteurs qui vont être pan-européens pour offrir ces services. On va passer à la phase suivante. C'est une chose importante j'en ai voilà, Florent Tournois, que vous devez connaître sur le Potential, le pilote européen, et aussi sur le France Identité, qui développe donc le WET, je l'appelle le WET régalien, c'est l'application France Identité numérique. Euh, Clairement, on est dans un wallet qui a l'ambition que tous les Français et Françaises puissent avoir leur wallet d'identité dans lequel ils vont pouvoir stocker un certain nombre d'attestations. Il est clair que ces attestations vont être très liées au régalien. Et c'est l'ambition qu'ils ont. Ils n'ont pas du tout l'ambition d'aller au-delà, pour l'instant, en tous les cas. Et donc, c'est là où on va voir qu'il y a un chemin possible pour un certain nombre d'acteurs pour aller développer ce qu'on appelle des wallets privés, où l'objectif, ça va être d'apporter des services clés en main, wallet as a service, qui va permettre aux acteurs émetteurs et à la fois vérificateurs d'avoir des outils pour pouvoir participer à ce nouvel écosystème dans lequel on va échanger des attributs d'identité. On va peut-être passer à la suivante. Je ne sais pas si tu me dis, m'as dit au niveau temps, si j'ai plus de temps ou moins. Tu es très bien, prends ton temps. D'accord. Sur la slide, alors je ne la vois pas, mais c'est Là, la on est sur le slide où calendrier. le calendrier, où on en est. En fait, ce qui est important, c'est que l'Europe tient son calendrier. On a démarré en 2024, on est en 2025. On a eu donc des actes d'exécution qui ont été mis en place par rapport à la réglementation. Vous avez maintenant les organismes de certification type l'ANSSI en France qui va commencer à mettre en place le niveau de certification nécessaire pour tous les acteurs de ce qu'on appelle les QTSP, c'est-à-dire les Qualified Trust Service Providers, c'est-à-dire les acteurs de tiers de confiance qui vont vous apporter finalement les outils pour pouvoir participer dans cet écosystème. Et ben aujourd'hui, on est dans finaliser cette certification de la part de l'ANSSI qui, après faire passer un certain nombre d'acteurs qui vont devenir éligibles pour et finalement permettre l'émission d'attestations qualifiées et la vérification. Ça, c'est la première étape. Il viendra d'autres étapes parce qu'en fait, l'Europe a décidé de lancer une nouvelle vague de pilotes européens. C'est-à-dire qu'on a été pendant l'année 2023-2025 sur une première vague de pilotes européens avec EWC, avec Potential, avec Nobid, qui étaient des consortiums, et DC4EU, qui étaient des consortiums qui vraiment apportaient une zone d'expérimentation pour mettre en place ces wallets avec les directives européennes évidemment et faire des cas d'usage. Il est clair qu'un wallet n'a de valeur que s'il y a des attestations dedans et qu'il y a des usages. Donc la clé, ça va être de trouver des cas d'usage pertinents et derrière avoir les attestations qui vont bien dans ces wallets pour pouvoir avoir des échanges. Donc l'intérêt des wallets, ça a vraiment été de permettre à un écosystème de se créer et de faire des expérimentations. La deuxième vague qui va démarrer là en septembre 2025, il y a une deuxième sélection de consortium qui a été fait par la Commission européenne. Vous avez Aptitude qui est un peu un prolongement de Potential, donc très sur le régalien et sur les cas d'usage travel par exemple, et paiement. Et puis vous avez WeBuild dans lequel j'interviens, qui va vraiment travailler sur des cas d'usage B2B. On va avancer.
Clairement, alors c'est la slide avec les diagrammes là, Madi, je suis désolé de Oui, vérifier, tout mais à fait. Oui, oui, d'accord. c'est bien ça. Ok. Alors, comme je vous l'ai dit, le calendrier est tenu. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il commence à avoir une maturité des acteurs. On a démarré en 2024, on avait vraiment on parlait wallet, mais finalement, personne n'était d'accord avec qu'est-ce que c'est qu'un wallet. Et on avait une confusion de, mais combien de wallets on va avoir? Est-ce qu'on va avoir un wallet pour l'Europe? Là, maintenant, je pense qu'il y a eu une clarification qui est qu'il y a un wallet régalien que l'État va mettre à la disposition de tout le monde, qui sera gratuit et qui vous permettra d'avoir un niveau élevé de vérification de votre identité, qui vous permettra probablement d'avoir un certain nombre de cas d'usage avec vos échanges avec l'État. Et que après cette identité que vous avez donc avec l'appli FIN en France, il y aura une portabilité de cette identité potentiellement dans d'autres wallets qui pourront être plus professionnels, dans lesquels vous aurez d'autres types d'attributs que vous souhaitez avoir la maîtrise. Donc là, ce que je vous montre, je vais pas avoir le temps de montrer, d'expliquer tous les schémas, mais ce qui est intéressant, c'est EWC à essayer d'identifier les différents modes de déploiement du wallet. Il ne faut pas penser que le wallet, c'est finalement ah bah, c'est une appli mobile. Non, ce n'est pas forcément toujours une appli mobile. En fait, on peut avoir ce qu'on appelle des web applications. Et donc, c'est du server base, comme on appelle. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des déploiements beaucoup plus souples et qui vont être complémentaires. Autre point important, c'est qu'un wallet, c'est à la fois une interface, mais c'est surtout aussi un système derrière qui va permettre d'interagir. Donc les interactions, elles sont, quand il y a un individu, effectivement, on va dire qu'il va peut-être interagir avec son wallet personnel, avec un wallet d'organisation, ce qu'on appelle, mais on aura aussi des systèmes d'organisation à organisation. Et dans ce cadre-là, il n'y aura pas d'interface utilisateur. Donc, il faut vraiment comprendre que le type d'interaction va dépendre des cas d'usage. Et que, alors, la chose positive à retenir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une pléthore de wallet providers qui ont démarré l'histoire avec les premiers consortiums et qui ont aujourd'hui atteint une certaine maturité. Et surtout, à travers les consortiums, ils ont travaillé sur les mêmes standards. Et donc, il n'y a pas une stratégie de ce qu'on appelle de lock-in par les éditeurs en disant bah, si j'utilise telle wallet, après je suis fermé, je ne pourrai plus en utiliser d'autres. Ce n'est pas du tout le cas. La philosophie qu'a souhaité l'Europe, c'est vraiment d'avoir de l'interopérabilité et que peu importe finalement, j'ai envie de dire, le wallet que vous choisissez, s'il est IDAS 2 compliant, ça c'est la chose importante, à partir de là, il pourra interagir avec les autres. Donc, c'est cet écosystème. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la maturité des wallet providers, je suis à votre disposition. On va passer à la dernière slide où, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les wallets aujourd'hui n'ont de valeur que ce qu'ils permettent de faire, c'est-à-dire les cas d'usage. Et les cas d'usage, ils sont basés sur quel type d'attestation faut-il avoir dans ces wallets. Donc, on voit bien que il faut à la fois des fournisseurs de wallets pour que l'écosystème puisse naître et s'équiper, entre guillemets, mais ici, il faut des acteurs qui vont être en capacité de créer des attestations, de qualifier potentiellement ou pas, et qui vont se retrouver dans ces wallets pour être échangés. Donc, il y a un marché qui va s'ouvrir et je suis ravi que vous y participiez parce que c'est à la fois des professionnels de la confiance numérique qui vont devoir apporter leurs services, mais c'est aussi des acteurs qui vont être consommateurs finalement de ces wallets et de ces attestations. Voilà, Mélanie. En tout cas, merci Xavier pour cette clarification et cette introduction qui permet déjà de poser clairement le cadre réglementaire et voir où est-ce ce qu'on en est. Euh, Ce que j'aimerais faire, peut-être aussi avant de passer au concret, c'est souligner maintenant que l'identité numérique ne peut pas être pensée enfin, de manière complètement isolée. Elle n'est pas un sujet en silo, c'est vraiment une brique centrale d'un puzzle réglementaire et opérationnel beaucoup plus large. Chez Julius Sterwen, on travaille au quotidien sur plusieurs réglementations et c'est là qu'on se rend compte effectivement qu'il existe des synergies très fortes avec d'autres réglementations. Et avec quelques exemples très concrets, Dora, vous en avez tous entendu parler à partir du moment où vous faites un petit peu de système d'information dans le secteur financier. Et Dora, vous le savez,
impose des exigences très fortes en matière de résilience numérique. Et donc, il est impossible de parler aujourd'hui de sécurité et de confiance sans parler d'identification fiable, savoir qui accède à quoi et avec quel niveau de preuve. Et là encore, EIDAS 2 et les wallets, donc comme en parlait Xavier, va avoir tout son rôle à jouer. On parle aussi de NIS 2, donc ça je pense que vous en avez aussi entendu parler, qui est de manière beaucoup plus large et qui étend les obligations de cybersécurité à énormément de secteurs, et il y a assez peu finalement d'exemptions. Et là encore, l'authentification, la gestion des accès et la gestion des identités sont au cœur des exigences. RGPD et bientôt RGPD 2, hein, donc vous avez sûrement entendu parler de la nouvelle version dont les prémices ont été évoquées la semaine dernière par la Commission. Euh, on oublie aussi parfois que les données d'identité sont des données personnelles parmi les plus sensibles. Avec les wallets, on entre vraiment dans une, comme l'a dit Xavier, dans une logique de données minimales, de consentement explicite et de traçabilité, et donc ce qu'on appelle aussi de conformité by design. Ça, c'est un point qui est très important. J'en discutais pas plus tard qu'hier avec un responsable conformité. C'est quelque chose qui va changer vraiment la manière enfin, de faire des directions de conformité et des risques. On parle vraiment de conformité by design. Et puis, bon, il y a aussi la facturation électronique. Ceux qui me connaissent savent que c'est un peu mon dada depuis 2-3 ans. Cette facturation électronique, elle va bientôt être obligatoire pour toutes les entreprises françaises à partir de 2026, et on va avoir une généralisation au niveau européen à partir de 2028, on espère tous, avec Vida notamment, et elle repose aussi sur une identité numérique forte. Donc, pour garantir l'origine des factures, la destination des factures, la validité juridique du document. Et encore une fois, on peut penser, donc on y a réfléchi d'ailleurs avec quelques plateformes de dématérialisation partenaires, comment est-ce qu'on va s'assurer que la PDP-A est bien la PDP-A et qu'elle envoie bien la PDP-B qui est bien la PDP-B. Donc ça, c'est aussi un point qui est très important. Donc en résumé, l'identité numérique, c'est le point de passage obligé pour répondre à ces différentes exigences réglementaires. Et ce n'est pas un sujet en plus, c'est vraiment le socle commun. Donc réfléchissez-y de manière très concrète pour la mise en place justement de cette nouvelle brique dans vos systèmes d'information. Et pourquoi est-ce que aussi, enfin, on vous en parle aujourd'hui, et pourquoi est-ce que ça se joue maintenant? Il y a quelques années, on pouvait encore considérer, avec EIDAS 1, que c'était un sujet d'avenir et un sujet un peu prospectif. Aujourd'hui, on y est, les signaux sont clairs, Xavier nous en a parlé, le règlement EIDAS 2 est adopté, la Commission tient son calendrier. Les projets pilotes sont lancés dans toute l'Europe, et surtout, les premiers cas d'usage arrivent sur le terrain, dans les services publics. Enfin, je pense qu'on a tous vu, et tu parlais, Xavier, tout à l'heure de Florent Tournois. On a eu énormément de communication autour de France Identité. Les premiers cas d'usage, notamment sur la mobilité, ont été mis en place avec la SNCF. On peut maintenant aussi avoir une carte vitale complètement dématérialisée. Donc, il y a vraiment des cas régaliens qui commencent à exister, mais aussi des cas privés dans les banques, les assurances, les RH et ainsi de suite. Euh, à cela va aussi s'ajouter un facteur clé, c'est que les usages évoluent. Les citoyens sont de plus en plus familiers en France, donc avec France Identité. Quasiment tous les jours aussi, vous utilisez l'identité numérique de la Poste, l'authentification à 2 facteurs. Donc, on ne parle plus là de technologie de niche, on est vraiment dans un mouvement sociétal. Et donc, en clair, c'est vraiment le bon moment pour agir, pour se mettre en conformité, mais aussi pour repenser les parcours, fluidifier l'accès aux services et créer de la confiance. Et comme souvent dans le numérique, ceux qui anticipent prennent une longueur d'avance. Bon, passons maintenant au concret, parce que là, on a beaucoup parlé de réglementation. Et peut-être qu'on peut commencer avec Michael. Et je vais te poser peut-être 2 questions pour commencer. À ton avis, donc les wallets numériques, à quoi est-ce que ça va servir de manière très concrète? Et je sais aussi que chez Signaturit, vous travaillez énormément sur la signature électronique, mais pas que. Peux-tu néanmoins nous dire quel sera l'impact sur les services de confiance numérique de la signature et du cachet dont parlait tout à l'heure Xavier? Merci Mehdi. Bonjour à tous. Effectivement, hein, là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites autour du wallet et surtout
qu'on appelle de tiers de confiance, ce qui est Signature finalement, puisqu'on opère justement des transactions et on met de la confiance, on injecte de la confiance pour pouvoir opérer ces transactions. Euh, Ce qu'on voit sur le marché aujourd'hui, et là on est complètement convaincu, c'est que on pense que ce wallet va quelque part bouleverser, voire révolutionner la vie digitale du citoyen européen, dans la mesure où bah, ça va quelque part directement impacter les parcours de souscription, la façon avec laquelle on va interagir avec différents services, que ce soit des services financiers, que ça peut être aussi un hôpital, une université et autres. On parlera des use cases. Mais surtout, ça va nous permettre, ça va donner aussi l'accès à des niveaux, notamment d'identification, d'authentification et également de signature, les plus élevés, qui étaient les moins accessibles à ce jour. Je pense notamment à la signature qualifiée, qui est compliquée à mettre en œuvre, dans la mesure où pour onboarder quelqu'un, il faut avoir une interaction humaine. Là, avec le e-wallet, on va pouvoir complètement automatiser certains processus, même sur des niveaux très, très élevés. Et ça, c'est important parce que c'est en ça que ça va révolutionner aussi l'approche, tant pour les entreprises, avec le facteur risque associé, que pour le citoyen, avec un parcours d'utilisation beaucoup plus simplifié. Euh, Juste un mot justement sur le changement de la vie digitale du citoyen. Je voulais juste m'appuyer sur un exemple tout simple. Je suis étudiant, alors je suis loin d'être étudiant, hein, j'ai passé l'âge, mais on va imaginer un étudiant qui vient s'installer à Paris, qui a besoin dans un premier temps de postuler, de déposer ses dossiers auprès de plusieurs universités. Donc il va réaliser ce qu'on appelle une sorte de KYC. Hein. KYC, c'est très orienté finance, mais ça peut s'appliquer donc sur un parcours de onboarding auprès des universités où il va devoir rajouter, comme l'a indiqué Xavier, les attributs de son diplôme, de ses justificatifs de domicile, potentiellement ce genre de choses. Et donc, il va pouvoir utiliser en quelques clics son wallet, une fois dès lors où il sera équipé, pour postuler à différentes universités. Ce même étudiant va à un moment chercher un appartement, se loger à Paris, et on connaît un peu la tension du marché immobilier à Paris en ce moment. Et ben, il va devoir aller en moyenne postuler à peut-être 20, 30, 50 petites annonces pour pouvoir trouver un logement. Bon, ben, là, pareil, le wallet va lui permettre non seulement de partager son identité de façon simple, mais aussi tout le dossier locataire qui va être constitué de justificatifs de domicile, justificatifs de revenus, potentiellement des cautions. Tout ça va pouvoir être embarqué en tant qu'attribut, en tant que data dans un wallet. Et il va pouvoir en quelques clics postuler à différentes annonces immobilières, ce qui va non seulement l'impacter lui dans sa façon, dans sa démarche, mais également bah, les agences immobilières, puisque les agences immobilières obtiendront en quelques secondes des dossiers avec des données validées et donc avec un système antifraude assez puissant. Et si on va un peu plus loin dans sa vie digitale, bah, on va pouvoir l'imaginer aussi à un moment souscrire une assurance pour sa nouvelle habitation, potentiellement souscrire un leasing pour acheter un scooter ou une voiture ou un vélo électrique. Et en fait, à chaque fois qu'il va faire une souscription liée à sa nouvelle vie, on va avoir quelque part un impact sur sa vie digitale et on va simplifier ça. Et surtout, j'ai envie de dire le plus important, on va mettre un degré de confiance tant pour lui, mais aussi pour les différents prestataires ou vendeur hein, de biens assez important qui va quelque part significativement sécuriser la transaction. Donc voilà, c'est quelques exemples. Alors, ça s'applique partout, hein, on peut l'imaginer après, si un jour il va à l'hôpital, bon, il aura son dossier médical dans son wallet, etc. Et il pourra s'identifier. Je ne lui souhaite pas, bien entendu. Mais voilà, j'aime bien illustrer ça autour d'une histoire et c'est en ça que finalement tout ce qu'on voit sur ce cadre légal commun, qui est un cadre pan-européen, et quelque part les usages qu'on va en faire au quotidien, quel que soit le type de business dans lequel on est, et ben, c'est ça qui va complètement révolutionner la vie digitale du citoyen. Donc voilà, quelques exemples. Bien sûr, il y en a, je pourrais passer des heures à vous en donner d'autres, mais ce n'est pas le but Bah, aujourd'hui. merci Michael pour enfin, effectivement ces premiers cas qui nous permettent justement de toucher du doigt ce que ça peut changer. Passons peut-être maintenant à Benoît, car on ne peut pas parler de concret sans parler technique. Et chez Idacto, justement, enfin, vous déployez des solutions techniques avec des standards de sécurité de points. Euh, Peux-tu, s'il te plaît, nous faire un petit panorama des choix technologiques qui ont été réalisés jusqu'ici? On entend souvent parler, quand on parle de wallet, de blockchain, de PID, de LPID. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça et où est-ce qu'on en est?
Alors, c'est une très bonne question. Alors, effectivement, comme le disait Xavier, euh, aujourd'hui, la forme de wallet, le règlement européen est assez agnostique. C'est-à-dire qu'il ne fixe pas d'obligations techniques ou technologiques. Pour ceux qui sont pas forcément familiers avec la façon dont fonctionne la réglementation européenne, vous avez des règlements européens donc, qui s'appliquent à l'ensemble des pays membres, et ensuite des actes d'exécution. Donc c'est un peu analogue à la législation française où on a la loi puis des décrets d'application qui viennent un peu préciser la façon dont le règlement européen s'applique. Le règlement européen dit certaines choses sur les usages du wallet, ce qu'il doit faire. C'est-à-dire je dois pouvoir m'identifier, je dois pouvoir m'authentifier sur certains services, mais pour autant, il ne précise pas derrière quelle technologie doit être utilisée. Ça, c'est le rôle des actes d'exécution. Les actes d'exécution laissent plusieurs possibilités aux acteurs pour implémenter. Aujourd'hui, tous les actes d'exécution ne sont pas sortis. Il y a juste un premier lot qui a été publié vers novembre-décembre. Et pour l'instant, il y a, on va dire, deux aspects principaux de ce wallet qui sont figés. Donc, c'est principalement sur le format des données d'identification personnelle, donc à la fois pour les citoyens et pour les entreprises. Et ça, ce format-là, c'est important parce que c'est la façon dont les données vont être stockées au sein du wallet et la façon dont les données vont être envoyées au service qui va les utiliser. Aujourd'hui, il y a deux formats qui sont mentionnés pour les données d'identification personnelle, donc PID. C'est une norme ISO donc, qui s'appelle la 18013 part 5 pour son nom technique, et une norme du W3C. Donc, ce sont aujourd'hui les deux formats principaux. Ça, c'est un premier aspect, la façon dont les données sont formatées. Il y a aussi les protocoles et interfaces qui sont utilisés ou qui devront être utilisés. Donc, pareil, ce sont des normes ISO parce qu'aujourd'hui, ce sont tout simplement les normes qui ont été figées. Il faut savoir que c'est un projet quand même à très grande échelle dans lequel on a à la fois le passage de la réglementation, les normes techniques qui sont en train d'être écrites, plus les standards et certifications qui sont en train d'être créés. Donc c'est un gros bloc pour lequel à la fin on va avoir une connexion, mais tout est en train d'être écrit en même temps. Donc aujourd'hui, il y a deux normes sur les protocoles et interfaces qui sont finalisées, donc qui découlent d'ISO. Et là où c'est assez intelligent, c'est que dans une de ces normes, fait référence à une autre norme qui aujourd'hui n'est pas encore finalisée, mais qui permet de pouvoir l'intégrer dans ce premier lot d'actes d'exécution. Aujourd'hui, les normes qui sont retenues par les acteurs pour à la fois l'émission des données d'identification personnelle et la présentation de ces données à des services sont des normes qui découlent d'OpenID, donc OpenID for VCI et OpenID for VP. Voilà. Et finalement, la dernière chose qui est fixée, c'est le contenu des données d'identification personnelle, donc c'est-à-dire les champs qui doivent être inclus. Donc c'est l'ensemble des données d'état civil, nom, prénom, etc. Là où c'est intéressant, c'est que les premiers pilotes ont permis aussi de définir quelles sont les données parfois qui sont nécessaires dans certains cas d'usage. Donc on en parlera peut-être tout à l'heure, mais sur un onboarding bancaire, par exemple, entre les différents États membres, eh ben, il faut collecter différentes données qui ne sont pas forcément incluses. Et donc, l'apprentissage de ces différents pilotes a permis aussi de l'intégrer dans les actes d'exécution. Bien. Bah, merci beaucoup pour ces explications et c'était pas une mince affaire. Peut-être une dernière question, Michael, avant de passer à la suite. Concrètement, je suis un grand groupe bancaire qui a des millions de clients. Euh, Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire intégrer un wallet dans mon système d'information? Est-ce que je dois aller sur l'App Store, télécharger quelque chose? Est-ce que je dois revoir mes interfaces, les formats et ainsi de suite?
C'est une vaste Alors, question, je suis désolé, mais je te la pose quand même. non, non, mais avec plaisir, merci de la poser. Je pense que l'intérêt, c'est justement quand on est un grand groupe bancaire, c'est de pouvoir injecter des technologies de wallet dans l'application bancaire qui est utilisée pour créer ce concept de super app et aller un peu plus loin qu'une application. Si on y réfléchit bien, il y a quelques années, une application bancaire, ça permettait juste de consulter le solde de ses comptes. Maintenant, on peut faire plein de choses, hein. On peut faire des virements, on peut faire passer des ordres, etc. Eh bien, pourquoi pas que cette application bancaire puisse servir de wallet également, hein, puisque quelque part, c'est un facteur de confiance. Généralement, on a confiance en sa banque. Ça, c'est, on va dire, sur le modèle tel quel. Maintenant, l'intérêt pour une banque, c'est de pouvoir utiliser de telles technologies. Alors, bien sûr, il faut passer par un QTSP, comme l'a indiqué Xavier, Qualified Process Service Provider. Donc, comme l'est CI Naturite, on a des technologies wallet qu'on peut proposer. L'idée, c'est de pouvoir faciliter la souscription à d'autres produits qu'on peut fermer sur un écosystème ou potentiellement ouvrir à toute l'Europe. Le vrai intérêt pour une banque, c'est aussi de faciliter quelque part la distribution tant de l'identité, mais aussi de tout l'ensemble des attributs sur l'ensemble des filiales de cette dite banque. Là, il y a un vrai intérêt macroéconomique et aussi d'éviter, bien entendu, le churn potentiellement, puisque les banques traditionnelles, aujourd'hui, on le sait, sont attaquées par des banques, on va dire, les purs players web. Et le mouvement va sûrement s'accentuer avec le wallet. Merci. Donc merci à tous les deux pour ces éclairages très, très concrets. Et vu qu'on veut rester dans le concret, on va parler d'un cas d'usage qu'on connaît tous, donc qui est le KYC. Le KYC, aujourd'hui, c'est vraiment un parcours qui est encore très fragmenté, donc ça c'est la réalité. Dans la plupart des cas, ce processus repose sur une collecte répétitive d'informations. Enfin, je pense qu'on l'a tous vécu autour de la table. Il faut envoyer un scan de sa pièce d'identité, un justificatif de domicile, parfois un relevé de compte, une fiche de paye. Donc ça dépend bien sûr des parcours. Et tout ça est souvent vérifié manuellement en back-office. Donc le résultat, c'est que pour l'utilisateur, c'est forcément long, c'est forcément redondant, c'est parfois très frustrant. Pour l'entreprise, c'est systématiquement lourd à gérer avec des coûts opérationnels qui sont très élevés. Et au final, on est encore très loin des standards digitaux qu'on attend en 2025. Ce que le wallet change fondamentalement, et Michael, Xavier et Benoît ont commencé à en parler, c'est qu'avec ce wallet d'identité numérique, on change complètement la logique. On va plus demander à l'utilisateur de prouver son identité à chaque fois. Il va partager une identité qui est déjà vérifiée par un tiers de confiance, et il partage cette identité quand il en a besoin via une application qui est sécurisée. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Donc le client vérifie une fois son identité via un prestataire de confiance. Voilà, donc et il y en aura plusieurs, dont l'État. Ensuite, il pourra partager uniquement les attributs nécessaires, comme son prénom, le fait qu'il est majeur, le fait qu'il a une adresse valide, et ainsi de suite. Ensuite, côté entreprise, normalement, le tout va s'intégrer en API sans aucune ressaisie. Donc, ce sont des interfaces directes, sans perte de temps et de manière complètement sécurisée. Donc, ça veut dire qu'on passe à un KYC qui est complètement modulaire, instantané, interopérable et réutilisable à partir du moment où vous avez bien sûr déjà vérifié votre identité et les différents attributs dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est un vrai changement de paradigme. Et pour les entreprises, c'est vraiment un levier stratégique qui va permettre de réduire les délais d'onboarding, de diminuer les risques de fraude documentaire, parce que ça, c'est aussi une réalité au quotidien. Enfin, les fausses pièces d'identité, les fausses attestations d'hébergement, enfin, ou de logement, et ainsi de suite, c'est une réalité auquel sont confrontés tous les gestionnaires de back-office sur les processus de KYC. Ça permettra aussi pour les entreprises d'être nativement conformes aux exigences réglementaires. Donc, on parlait des EIDAS 2 tout à l'heure, mais aussi des autres réglementations. Mais ça permet aussi surtout d'améliorer le taux de conversion grâce à une meilleure expérience utilisateur. Et ça, c'est un point qui est vraiment, je pense, fondamental. Et on en parle juste après en termes d'adoption avec Xavier et Michael. Et si on va un cran plus loin, on peut aussi imaginer des KYC mutualisés. On parlait des banques, on parlait des différents acteurs de l'assurance, mais voire aussi entre employeurs et organismes.
le potentiel est assez énorme. Ça veut dire que demain, si par exemple je vais faire une demande de crédit à la Société Générale, enfin, ou la BNP ou le LCL, enfin, vu que je suis obligé d'en citer trois, ces trois-là, enfin, pourront dire Mehdi Belriti est un client sur lequel on a mis un petit pouce vert et enfin, voilà, il a un KYC qui est OK. Cet attribut-là pourra être valorisé et pourra être potentiellement repartagé entre différentes banques. Ça veut dire que si demain, je vais aussi chez ING par exemple et que je demande un crédit, le fait que la Société Générale ou LCL ait déjà dit Mehdi Belriti est OK, ça peut donner aussi un faisceau de confiance à une banque tierce. Donc voilà, on se rend vraiment compte que le potentiel est assez énorme. Et Benoît, justement, côté intégration, si une entreprise veut tirer parti de cette nouvelle logique de wallet dans un parcours KYC, concrètement, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a des standards à respecter, des briques à intégrer, ou des pièges à éviter? Je dirais que le premier piège, justement, c'est pas se lancer tout de suite dans la technique, mais plutôt de monter en place la bonne gouvernance du projet. Ce qu'on voit avec le wallet, c'est que c'est à la fois un projet de conformité, donc il y a une obligation réglementaire qui découle de IDAS 2, mais que c'est aussi une opportunité business d'améliorer les parcours. Et donc je dirais que la première étape, c'est monter en place la bonne gouvernance en incluant des gens, des personnes qui font aujourd'hui les parcours clients, des personnes de l'IT, des personnes de la conformité, pour réfléchir ensemble à quels sont les cas d'usage qu'on veut traiter en priorité. L'important, c'est vraiment ça, c'est cette gouvernance et cette réflexion de cas d'usage. Qu'est-ce qu'on va traiter? Comme on est aussi sur un sujet d'innovation, c'est trouver le bon périmètre. Donc ça peut être un périmètre plus réduit ou si on a déjà ça en place, des périmètres d'innovation dans lesquels on peut tester des choses sans forcément se lancer tout de suite dans un grand projet. Mais je dirais que voilà, c'est nécessairement cette bonne étape. Aujourd'hui, le retour d'expérience qu'on a, c'est de certaines banques les banques qui ont mis en place ce premier jet de gouvernance sont aujourd'hui celles qui avancent le plus vite. Hop, pardon. Merci Benoît donc, pour ce décryptage. Côté intégration, bon, on voit bien que la technologie est là, les standards existent, les cas d'usage aussi, mais bon, soyons francs aussi, le vrai enjeu, c'est l'adoption. Car même avec le meilleur wallet du monde, s'il n'est pas utilisé, ça ne sert pas à grand-chose. C'est maintenant que tout va se jouer et comment on fait pour que les utilisateurs s'en emparent, que les entreprises intègrent réellement ces solutions dans leur parcours. Alors, quelles sont les conditions de succès, quels sont les leviers d'adoption côté utilisateur, mais aussi côté métier, côté DSI, côté compliance, comme en parlait euh, Benoît à l'instant. Euh, Peut-être Xavier, je te laisse nous éclairer là-dessus. Dans un premier temps, qu'est-ce qui peut booster l'adoption de ces wallets? Oui, alors ce qui est clair, c'est que ça fait maintenant 2 ans, il y a encore 2 ans devant nous, c'est les expérimentations et les cas d'usage qui vont faire que, il va y avoir une adoption. Clairement, ce qu'on a compris tout à l'heure, c'est que la notion de reuse. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, par exemple, sur le KYC, on est dans une notion, l'histoire que racontait Michael, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je dois donner des justificatifs et c'est une friction et une frustration permanente. Là, on est vraiment dans une notion, j'ai une identité à un niveau élevé, je vais avoir un certain nombre d'attributs que je peux partager N fois. Donc ça, c'est très puissant. Maintenant, il faut avoir les cas d'usage pour le faire. Et il faut bien comprendre que le wallet n'est pas là uniquement pour s'identifier, mais potentiellement pour devenir un outil d'authentification. C'est-à-dire que je vais par exemple, un cas d'usage qui est aujourd'hui beaucoup traité dans les consortiums, c'est le paiement. Le paiement, c'est quelque chose de récurrent. Alors que demander d'ouvrir un compte bancaire, on ne le fait pas tous les jours. Mais faire des paiements, ça, on le fait. Regardez comment la NFC, au niveau du paiement sans contact, ça s'est déployé très facilement au niveau de la carte bancaire. Donc, on voit bien que quand il y a une facilité d'usage,
est quelque chose de récurrent, ben, les gens l'adoptent. Donc là, ce qui est très positif, c'est que les premiers usages que Florent Tournois a parlé de l'application France Identité sont plutôt très encourageants. Donc on voit bien qu'il y a une appétence et qu'on va basculer, comme tu le disais, Maddy, au préalable, dans un monde totalement numérisé avec ce wallet. Et donc je pense qu'il faut être l'accompagner et l'adoption, elle va être aussi par l'offre et pas que la demande. Donc, ça veut dire qu'il faut que des acteurs comme les banques, par exemple, ne réfléchissent pas simplement à devenir, bon, bah, je vais devoir consommer, et c'est ce que disait Benoît tout à l'heure, c'est-à-dire que je réponds aux besoins de conformité. Ça, c'est le premier niveau de réponse. Le deuxième niveau de réponse, c'est quel nouveau service je peux apporter à mes clients à travers cette nouveau outil. Donc, c'est cette réflexion-là qu'il faut mettre en place pour pouvoir réfléchir à comment je vais apporter de la valeur et des cas d'usage récurrents à mes clients. Très bien. Donc, ce que je retiens de ce que tu dis aussi, c'est la fréquence d'utilisation du wallet pour la personne physique. Et effectivement, on a tous nos téléphones, on a tous des applications qui traînent dedans et qu'on utilise quasiment jamais. Et on se rend compte effectivement que si le wallet n'est pas utilisé de manière fréquente, il tombera dans l'oubli. Donc, effectivement, ce qu'on peut imaginer aussi, c'est une utilisation un peu mixte avec des données enfin, les usages de paiement où on paye quasiment tous les jours quelque chose et des usages qui sont un peu plus rares mais qui sont néanmoins très importants comme les parcours d'embarquement, d'onboarding, mais aussi les parcours. Parce que c'est vrai on l'a dit, mais on l'a dit un peu rapidement. Votre wallet d'identité numérique peut aussi servir dans la vie physique. Ça n'est pas que dans la vie numérique. Donc ça, c'est aussi un point qui est important. Peut-être, Michael, toujours en termes d'adoption, euh, quelles erreurs justement éviter pour ne pas freiner la diffusion de ces wallets dès le départ? Alors, bien entendu, on l'a indiqué, c'est d'être en avance de phase. Maintenant, si rétrospectivement, je regarde un petit peu ce qui s'est passé au niveau de la signature électronique IDAS 1, et parce qu'on peut aussi en tirer des enseignements pour se projeter sur IDAS V2, mais aussi de toutes les autres réglementations. L'adoption de la signature électronique, ça n'a pas été une mince affaire également, mais on a vu que les premiers, ça a été les services financiers qui s'y sont mis parce qu'ils ont tout de suite vu un intérêt. Mais aujourd'hui, pas que, parce que il faut pas qu'on se cantonne uniquement à du service financier. On voit, par exemple, Mehdi, tu avais cité Bank ID notamment et le succès de Bank ID, le taux d'adoption de Bank ID dans les pays nordiques. Alors, il n'y a pas que Bank ID, il y a NemID et autres, ça dépend, c'est assez fragmenté également, mais finalement, ils sont réussi à se mettre d'accord autour d'un concept de wallet depuis quelques années. J'ai envie de citer aussi It's Me en Belgique, qui est le wallet qui a été largement adopté à plus de 85%. Et en fait, on se rend compte que ces wallets-là sont partis des consortiums, souvent soit banque, soit telco. C'est le cas de It's Me, par exemple, c'était plus du telco, alors bien sûr en association avec des banques, qui quelque part ont facilité la souscription. Euh, alors bien entendu que la récurrence, c'est quelque chose de très important parce qu'il faut pouvoir s'en servir. Bien entendu, on croit au paiement là-dessus, mais pas que, puisque en fait, il faut que finalement tous ces consortiums facilitent la souscription à plein de choses, puisque en fait, dans la réalité, on se rend compte que dans la vie quotidienne, on souscrit à pas mal de choses à une fréquence assez importante au final. C'est vrai qu'on n'ouvre pas un compte bancaire tous les ans, mais par contre, on va ouvrir un compte bancaire, on va souscrire à tel produit financier, à telle assurance, potentiellement un leasing, potentiellement un crédit conso, potentiellement un abonnement. Et en fait, il faut regarder tous ces use cases-là pour pouvoir quelque part en définir une fréquence. Et finalement, je pense que je m'engage pas trop en me disant que, à minima, juste sur la partie souscription, je vais me servir de mon wallet au moins une fois par mois, voire deux. Merci pour ces insights, pour le coup très, très concrets. Euh, Avant de passer à notre table ronde, parce que là on est quasiment à la fin, je vous invite aussi à poser vos questions, à répondre à notre petit sondage interactif que que j'ai mis tout à l'heure. Donc n'hésitez pas aussi donc à poser vos questions auxquelles nous pourrons répondre dans quelques minutes. Donc on arrive à la dernière partie de notre webinaire. Je vois qu'on tient le temps, c'est parfait. Le temps est passé très vite et on va passer à la session de questions-réponses. Je vois que j'ai déjà 4 questions. On va peut-être commencer
avec Michael. En termes d'expérience utilisateur, comment est-ce qu'on peut garantir un parcours fluide et engageant? Alors là, c'est assez simple. C'est finalement, étant donné que j'ai des données qui sont vérifiées et qualifiées, comme ça a été expliqué dans ton exemple, Mehdi, d'une banque qui aura donné le KYC, donc le pouce vert ou le check vert sur les données. Et en qualité de QTSP, on a cette obligation de vérifier les données. Mais au final, le parcours, ça va être, on va arrêter de demander aux gens de scanner des documents, de transmettre des liasses contractuelles, de justificatifs en tout genre. Là, on va pouvoir dire, bah, l'appelant, on va dire, je vais donner un exemple concret, l'agence immobilière aura besoin de vos justificatifs de revenus, justificatifs d'adresse et d'identité, potentiellement, pour faire simple. Il va vous faire une requête sur votre wallet en demandant ces trois attributs-là, et automatiquement, le wallet, en confirmant, vous allez pouvoir partager ces données-là ou potentiellement les rafraîchir si elles ont besoin d'être rafraîchies. Donc, c'est vraiment, ça va complètement révolutionner ce parcours-là et surtout, ça va complètement automatiser des parcours qui n'étaient pas automatisables au préalable, typiquement l'accès à la signature qualifiée, comme je l'avais indiqué. Très bien. Et c'est vrai que, enfin, juste pour compléter ce point, j'étais à une conférence où Worldline a fait une présentation et l'entrée de cette présentation était un parcours de KYC complètement numérique et ce parcours durait exactement 30 secondes. C'était vraiment bluffant. Il y avait le wallet, on voyait la vidéo passer et ça a duré exactement 30 secondes entre le moment où le client cliquait sur OK, je suis prêt à partager telle et telle donnée. Ça a pris 30 secondes. Tout était vérifié et côté banque, en 30 secondes, le parcours était vérifié. Versus plusieurs heures, voire plusieurs jours aujourd'hui quand il y a des cas un peu compliqués. Xavier, j'ai la question à 1 million d'euros pour toi. Concernant la monétisation, qui paye pour l'identité numérique et les wallets? Oui, alors c'est un sujet qui reste encore ouvert aujourd'hui, mais on va être dans une logique qui est un peu ce qui s'est passé dans le passé, c'est-à-dire que c'est souvent le vérificateur qui doit payer. La bonne nouvelle, c'est que le vérificateur, vu que le processus va être beaucoup plus simple et fluidifié, le coût sera moindre. Donc en fait, il y a une productivité, et c'est ce que recherche l'Europe d'ailleurs, hein, c'est d'être beaucoup plus compétitif dans tous ces échanges inter-européens et au sein même de chaque pays. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça va nous coûter tous moins cher. Mais qu'il y aura un coût, évidemment. Et ce coût, il doit être porté par le vérificateur. Après, si on rentre dans le détail de l'écosystème, de savoir est-ce que alors le wallet régalien, par définition, alors on dit qu'il est gratuit. On paye tous avec nos impôts quand même, hein. Donc, il est fourni par l'État. Pour l'application fine. Maintenant, les wallets privés, eux, comment ils vont atterrir? Est-ce qu'on aura des modèles freemium ou des abonnements? Tout dépend des cas d'usage, tout dépend finalement de ce que va vouloir faire les vérificateurs, entre guillemets. Est-ce qu'ils vont prendre les devants en disant, bah, j'ai intérêt à ne pas subir la réglementation, mais à être acteur et en tirer profit? Et ça, c'est tous les secteurs, hein. Je rejoins ce que disait Michael, c'est pas uniquement le secteur bancaire. Et là, est-ce qu'il y a les wallet providers? Il faut savoir que eux, ils sont dans une logique. Alors, ils sont très peu capitalisés aujourd'hui. Ils ont besoin de se développer, d'être durables entre guillemets. On verra comment le marché va se consolider, mais on peut se dire qu'il y a une valeur qui va se commoditiser au niveau du wallet. Par contre, la valeur intrinsèque, elle est autour des attestations. C'est-à-dire que la capacité de délivrer une attestation qualifiée et pouvoir la soumettre à des tiers, c'est ça qu'on va valoriser. Donc, un wallet nu n'a pas beaucoup de valeur. Je vous ai parlé tout à l'heure d'interopérabilité. Par définition, ils vont tous plus ou moins faire la même chose. Donc, le marché va se consolider là-dessus. Il y aura des wallets premium sur lesquels on aura potentiellement envie de payer pour l'avoir, et puis des wallets plus commodité, open source et autres. Donc, le marché est en train de se structurer. Ce qui est clair, c'est que le vérificateur va être celui qui paye. Merci. Merci Xavier. Une question sur les use cases, donc je vais peut-être y répondre moi-même, même si on en a largement déjà parlé. Quels sont les use cases les plus prometteurs? Donc, bon,
on a beaucoup parlé du KYC et de la vérification d'identité au sens large. Euh, et je précisais tout à l'heure, vraiment, ça peut être sur des modalités physiques, mais aussi distancielles. Donc, n'oubliez pas, enfin, demain, vous prenez le train. Typiquement, si vous avez acheté votre billet avec, via votre wallet, il suffirait de montrer votre identité, le contrôleur du train scanne votre identité et il sait que vous avez pris le train parce que toute la chaîne a été vérifiée. Et ça, c'est un cas d'usage qui est déjà en cours avec la SNCF. On en a pas entendu parler le mois dernier. Euh, on a aussi l'accélération des procédures d'octroi, de crédit, de souscription à des polices d'assurance et ainsi de suite. Mais je crois aussi énormément, et c'est Michael qui en parlait un peu tout à l'heure, à la simplification des choses du quotidien, comme la simplification des paiements, la simplification des processus de location de voitures, d'achat de billets d'avion, d'achat de billets de train. Nous aurons tous les éléments certifiés dans nos wallets qui permettront d'accélérer l'ensemble de ces process. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Peut-être une dernière question pour Benoît, avant de passer à la conclusion. Quels sont ou quels seront les acteurs légitimes pour accompagner cette arrivée des wallets, justement? Alors, c'est une question assez large. Si je le découpe, il y a les acteurs déjà qui sont légitimes pour l'arrivée du wallet. Premièrement, parce qu'ils ont obligation, ce sont les États membres qui vont devoir proposer ces wallets aux citoyens. Mais le wallet aujourd'hui, enfin demain sera un contenant de données et tout l'intérêt ce sera de pouvoir l'utiliser. Donc les vérificateurs et en premier lieu les services financiers qui seront très légitimes. Si aujourd'hui j'ai un wallet qui est donné par un État membre que je peux utiliser sur les services publics, c'est très bien. Si je peux l'utiliser pour d'autres choses comme des parcours de souscription et notamment bancaires, ça lui donnera beaucoup de légitimité dans son utilisation. Le secteur financier étant assez réglementé, il a aussi, on lui donne aussi énormément de confiance. Donc, on va dire que ouais, je dirais que c'est principalement ces acteurs des services financiers qui vont favoriser l'adoption et aussi lui donner plus de confiance. Si je vois mon wallet d'identité utilisable dans un parcours de souscription bancaire, je lui donne forcément aussi une grande confiance. Très bien, merci. Alors, merci vraiment à tous, enfin tous les trois pour votre présence. Merci à tous pour votre présence aussi et vos questions. C'était un premier échange, le premier d'une série qui j'espère sera assez longue. Un échange assez dense, mais surtout très concret. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Si je résume et si on devait vraiment retenir trois messages clés de ces webinaires, ça serait potentiellement ceci. L'identité numérique devient vraiment un socle incontournable des services digitaux. Elle touche à la sécurité, à la conformité, mais aussi à l'expérience client. Et surtout, elle ne vit pas seule. Elle s'inscrit dans un ensemble qui est beaucoup plus vaste, DORA, NIS 2, RGPD et RGP2 dont je parlais tout à l'heure, et le fameux eIDAS dont on a parlé tout le long de ce webinaire. Le deuxième point, c'est que ce wallet d'identité est une vraie rupture. Il permet de réconcilier la sécurité, la fluidité et surtout la réutilisabilité. Je pense que c'est un terme qu'on a beaucoup utilisé aujourd'hui. On passe d'un KYC qui est assez lourd et répétitif à une approche qui est quasi instantanée, modulaire et surtout conforme. Le troisième point, et qui est aussi un point central, c'est que l'adoption est la clé. Les acteurs qui gagneront demain sont ceux qui savent vraiment transformer cette contrainte réglementaire en opportunité business. Je sais qu'on dit ça à chaque nouvelle réglementation, mais pour le coup, c'est vraiment la réalité. Et je vous incite très fortement à ne pas attendre la dernière minute. Et ça passe forcément par l'expérimentation, la pédagogie, parce qu'il y a quelques concepts qui sont un peu complexe des fois à comprendre, mais aussi la co-construction avec les utilisateurs et l'écosystème dont tous les quatre nous faisons partie. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait dès maintenant? Donc déjà, si ce n'est pas encore fait, cartographier vos parcours utilisateurs
et vos obligations en termes de vérification d'identité. Commencez à identifier les cas d'usage pilotes, là où un wallet peut vraiment faire la différence. Et enfin, rapprochez-vous des acteurs qui connaissent le terrain, que ce soit sur la partie technique, réglementaire, mais aussi sur les sujets fonctionnels, pour tester, expérimenter et itérer. L'enjeu, encore une fois, ce n'est pas d'être prêt pour 2026. L'enjeu, c'est d'être en avance pour créer des parcours plus sûrs, plus engageants, plus simples. Voilà. Donc, merci encore à nos intervenants, Xavier, Michael, Benoît, pour votre clarté et votre énergie. Merci à tous ceux qui étaient présents. À très bientôt et surtout, place à l'action. Merci beaucoup. Et il est 10 heures, c'est parfait. Merci à tous. Merci. C'est